Bonjour à toutes et à tous, épisode numéro 2, la Team Rousset, c'est parti. Et j'ai la chance de co-animer cette émission avec Émeric. Salut Jérôme. Émeric, salut. Allez, tout va bien ? Ah bah en pleine forme quand on parle de foot, ça va. Tu t'es remis de cet épisode numéro 1 qui a été pas mal commenté. On commence déjà à avoir pas mal de vues sur YouTube, puisqu'on rappelle que cette émission, vous la retrouvez sur YouTube en vidéo et également sur toutes les plateformes podcast. Et on prendra beaucoup de plaisir à échanger avec Laurent Rousset, son émission La Team Rousset. Avant de rejoindre Laurent, on a un sommaire à vous donner. Oui, avec pas mal de choses à dire. On est dans la dernière ligne droite des Coupes d'Europe. Les équipes françaises qui ont fait un bon parcours, mais qui ne sont pas arrivés au bout. On va en parler avec Laurent. On restera aussi en France avec un multiplex de fou pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. Que va-t-il se passer en haut, en bas? On va en parler. Et puis on ira voir également les filles avec une nouvelle invention en D1 Arkema. Ce seront les playoffs. Quel est l'avis de Laurent sur cette nouveauté? Voilà, donc avant de retrouver Laurent, on rappelle que ces émissions sont à retrouver en podcast sur toutes les plateformes podcast et également une partie vidéo YouTube et tout cela sur le site internet Légende du Sport ou sur la chaîne YouTube Légende du Sport. Eh bien, il est temps maintenant, après le jingle, de retrouver Laurent Rousset. Laurent, salut. Salut tous les deux. Salut Laurent. Bon, Vous allez bien? Ouais, très bien. Oui. Pour cet épisode numéro 2. J'espère que toi aussi, tu as rebriefé, tu as refait le match sur ce premier podcast. On a regardé, voir ce qu'on pouvait améliorer. Ouais. Donc on l'a fait circuler pour savoir un petit peu ce que les gens du foot ou pas, comment ils l'ont ressenti. Donc c'était les retours étaient sympas et effectivement on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Alors la première nouveauté, c'est qu'on va débuter chaque émission, chaque podcast avec une anecdote. Et l'anecdote, aujourd'hui, on va parler de Bernard Pivot qui nous a quittés. Et Bernard Pivot était un amoureux inconditionnel de l'AS Saint-Etienne. Et je crois que tu l'as croisé régulièrement à Geoffroy Guichard, également dans des déplacements. Et si vous êtes en vidéo, vous avez une belle photo que Paga a postée sur ses réseaux sociaux. On vous voit tous les deux parler avec Bernard Pivot. Oui, alors d'abord, simplement réaffirmer, ou plutôt affirmer que c'est un personnage public et puis surtout qu'il y avait une intelligence hors norme. On va pas rappeler les émissions, l'homme de lettres, l'homme de télé qu'il a été, mais c'est vrai que pour nous Stéphanois, c'était un supporter différent des autres parce que c'était vraiment le fidèle supporter. On sentait bien qu'il avait le cœur vert. Et en fait, nous, on le voyait, je dirais, très régulièrement, en tout cas dans tous les matchs de Coupe d'Europe. Il était présent et non seulement il était dans la tribune, mais il venait au vestiaire. Il venait, je dirais, les veilles de match. Il était vraiment passionné par l'équipe, par le club, par ses dirigeants. Il était, c'était vraiment quelqu'un de foncièrement vert. Je dirais, il était, il suivait l'actualité, il aimait effectivement s'entretenir, que ce soit avec, je dirais, à l'époque les vice-champions d'Europe ou avec effectivement l'image, la photo que vous avez montrée avec Lolo Paga. C'est vrai que voilà, il avait ce désir de participer et puis d'échanger avec que vous soyez plus grand ou plus petit. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Ouais, un vrai passionné. Et je n'oublie pas que notre podcast d'aujourd'hui est le jour de son enterrement, donc c'est vraiment symbolique et on perd une belle personne, une belle âme et on perd un supporter stéphanois de longue date. Alors, il était stéphanois et il était également connaisseur. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce qu'il parlait? Il connaissait moins tactique à l'époque, mais. Alors pas forcément avec nous, mais je sais qu'il s'entretenait beaucoup avec Roby. Il aimait le contact et donc forcément à force de discuter, on en apprend quand même un petit peu. Et je pense qu'il avait une facilité, je dirais, pour décrire un petit peu le football, puis plus particulièrement le jeu de la SS. Notamment, je le répète, dans ces matchs de Coupe d'Europe, il était vraiment présent.
était là, il le vivait intensément. Donc on a une pensée bien évidemment pour Bernard Pivot et toute sa famille. Laurent Aymeric, maintenant on va se plonger dans le tout premier sujet de cet épisode numéro 2, puisqu'on va parler de la Coupe d'Europe. Match aller, match retour, ça y est, c'est terminé. On va faire le point sur les clubs français et les mésaventures du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille tout de suite après le jingle. On reviendra. Je sais pas si Laurent, tu as fait un peu les statistiques au niveau des kilomètres, mais j'ai bien l'impression que les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille ont beaucoup moins couru que leurs adversaires. Il est évident que quand vous rencontrez des équipes comme Manchester City ou le Real Madrid ou Paris Saint-Germain, leur fond de jeu est la possession de balle. Donc forcément, il y a qu'un seul ballon. Donc forcément, s'il y en a un qui a la possession, l'autre est obligé de courir. Et donc, si vous avez une équipe qui a le plaisir de courir, de faire des efforts alors ensemble et de courir, de dévorer l'espace et le terrain, je pense que vous avez quand même plus de chances de les contrarier qu'une équipe, je dirais, qui a un petit potentiel de course. Donc et voilà, c'est pour ça qu'on avait parlé de Dortmund et notamment du football allemand, qui dans leur gène, il y a cette volonté effectivement de gagner, cette volonté d'avoir la possession de balle, mais ils ont cette faculté quand même et cette acceptation, je dirais, de courir. C'est-à-dire que si on n'a pas le ballon, mais qu'on doit se sacrifier et courir, ils ont cette capacité-là à faire ça naturellement. Et on s'est aperçu finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et dans notre premier rendez-vous, j'avais parlé d'une possible finale allemande, 100% allemande, et je pense que j'en étais pas loin. Pas loin. Là, après, il y a l'irrationnel qui rentre en ligne de compte, mais ça, c'est une autre histoire. Le PSG. Le PSG, je crois qu'il a déçu tout le monde. Je pense que l'équipe a déçu tout le monde parce qu'on imaginait bien à domicile, avec un stade, alors je pense que beaucoup y ont fait référence, c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois qu'on voyait une ambiance aussi forte, aussi déchaînée, aussi passionnée, aussi investie derrière son équipe. Et c'est vrai qu'on attendait pour ce l'ultime match pour accéder à la finale de la Champions League à une intensité, en tout cas d'engagement autre. Et c'est vrai que là, on a été particulièrement déçus. Alors, c'est vrai que on peut mettre en avant les poteaux, on peut mettre en avant certaines choses, mais dans l'ensemble, je dirais, dans l'intensité, dans l'engagement, dans la volonté d'aller, j'ai toujours, moi, en tant qu'entraîneur, j'aime cette image de rouleau compresseur, c'est-à-dire que vous remettez seconde après seconde, minute après minute, cette intensité qui fait que vous usez l'adversaire. Et ben là, malheureusement, ils n'y sont pas parvenus, et à l'arrivée, c'est un échec auquel on ne s'attendait pas, parce qu'on était tous persuadés avant le tirage que le PSG avait une belle opportunité de se retrouver en finale. Mais malheureusement, sur les deux matchs, ça a été 2 défaites. Et si on se réfère simplement à ces 2 matchs-là, c'est assez logique. Aymeric, toi, qu'est-ce que tu en as? Toi, tu connais bien le football allemand. Aymeric, tu es fan du football allemand. Fan de football en général, donc quand on est fan de football, on aime les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols. C'est vrai que c'est des vrais pays de football qui remplissent des stades même en 2e division. Voilà, le Borussia, ils ont fait le match qu'il fallait. Effectivement, Laurent l'a dit, je vais pas me rentrer dans les analyses tactiques. Ça s'est joué à peu de choses parce qu'il y a eu beaucoup de poteaux côté parisien. Enfin, c'était la folie. On a parlé des poteaux carrés de 76 pour la Saint-Etienne. Paris, pour en parler, oui. Ils vont en faire des cauchemars pendant des années. Mais c'est vrai que quand il y a eu le tirage au sort des quarts de finale, demi-finale, on s'est dit qu'ils avaient la voie toute tracée pour arriver face au Real Madrid en finale. Le Real Madrid qui aurait pu tomber face au Bayern, parce que le Bayern ne s'est pas laissé faire. Mais bon, l'expérience a gagné. Voilà. Moi, je voulais revenir par contre sur le parcours global des équipes françaises, puisqu'il y avait une autre équipe française en demi-finale. C'était en C3, en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille, qui avait été rebasculé de la Ligue des Champions. Ils sont tombés contre une énorme équipe de l'Atalanta Bergame. On a dit très très souvent qu'on voulait protéger les équipes françaises, qu'on voulait leur permettre de jouer moins de matchs pour être plus fraîches. Ils se sont fait bouffer, les Marseillais, par l'Atalanta, même si il y a quelques loupés où on se dit comment ils ont pu mettre le ballon à côté. Voilà, ils auraient pu passer, mais sur une seule.
À l'aller, sur une seule occasion. Ah oui, non, pas l'aller. Non, je parle du match retour. Ah oui, mais ce qui est évident, c'est que sur la physionomie du match aller, on avait tous l'impression qu'il y avait une possibilité de passer ce tour, de se retrouver en finale. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de faire un deuxième match de ce niveau-là, de cette intensité-là. Et c'est vrai que, justement, quand on parle d'intensité, quand on parle de pressing, quand on parle d'être un peu un rouleau compresseur, c'est vrai que l'Atalanta là a été très très performante. Et malheureusement, c'est vrai que on repense tous à cette occasion de lob loupé, revenir à un partout. Est-ce que ça aurait pu changer la physionomie du match? Sincèrement, je le pense pas, parce que l'Atalanta était maître, je dirais, maître du terrain dans l'engagement, dans la technique, dans le physique, sur tous les plans, l'Atalanta était vraiment supérieur, et l'OM malheureusement n'a pas été, je dirais un petit peu comme le Paris Saint-Germain, les deux clubs français n'ont pas été au niveau d'une demi-finale pour aller se qualifier. Le fait de ne pas jouer avant, ça doit poser des interrogations à ceux qui ont fait ce choix-là. C'est vrai que dans l'idée de départ, dire on va laisser une semaine totale entre les deux matchs et leur laisser le temps de récupération. Oui, ça peut être malheureusement dans les faits, ça ne s'est pas avéré. Et je pense que peut-être, quand on dit qu'il n'y avait pas cette intensité-là, peut-être qu'effectivement, le fait, par rapport aux autres équipes qui ont joué, elles, tous les 3 jours, il y a ce rythme-là que vous avez, si vous récupérez bien, ce rythme-là, vous l'imposez dès le départ. Et peut-être que, effectivement, c'est ce qui a manqué, mais je pense que ça sera surtout une réflexion pour les années futures, et que peut-être le choix sera différent les prochaines saisons. Et toi, entraîneur? Alors sincèrement, quand j'ai appris qu'ils avaient une semaine de récupération, j'ai trouvé que c'était injuste vis-à-vis des adversaires. Parce que pour moi, ça pouvait être un élément avantageux. Parce que on est en fin de saison, parce qu'il y a eu une accumulation de matchs, parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a de la fatigue. Mais force est de constater que ma première idée est peut-être pas forcément la bonne, et que rester dans le rythme en cette fin de saison, c'est peut-être un moyen, je dirais, de pouvoir faire le match que l'on souhaite. Donc, si j'étais, je dirais, persuadé que ça pouvait être un avantage, malheureusement, aucun des deux clubs ne m'a donné satisfaction, et là, effectivement, c'est décevant, hein. C'est décevant parce que on pensait que justement cette semaine et cette différence avec les adversaires allait amener, je dirais, la possibilité d'imposer un rythme, d'imposer une intensité. Et ça n'a pas été le cas. On a le souvenir de l'année 2020, l'année Covid, avec les phases finales à Lisbonne. Voilà, le Paris Saint-Germain qui était allé en finale, Lyon qui était allé en demi-finale. On avait des équipes anglaises qui avaient joué tous les 2 jours avant ces phases finales et qui étaient complètement lessivées. Les Italiens, c'était un peu le cas aussi. Les Allemands, eux, avaient joué beaucoup plus tôt, avaient beaucoup moins de matchs, donc ils étaient préparés, ils avaient le niveau, ils avaient le rythme. Et puis les Français qui, eux, n'avaient pas joué du tout, et eux, ils avaient la fraîcheur. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette période-là? Voilà, quand on se repose, on est plus frais. Quand on joue trop, on est cramé. Logiquement, Aymeric, oui, c'est ce que tout entraîneur pense. Non seulement ça permet de récupérer, ça permet de faire une semaine de travail, ça permet tactiquement de pouvoir travailler, parce que n'imaginons pas que quand vous jouez tous les 3 jours, vous mettez en place quoi que ce soit. Je veux dire, quand vous jouez tous les 3 jours, c'est uniquement de la récupération, des soins, une alimentation, peut-être de la vidéo, mais je veux dire, le travail sur le terrain est très limité. Alors que là, effectivement, c'est assez surprenant, je dirais. C'est assez surprenant que les deux équipes à qui on a laissé le plus de récupération possible n'aient pas eu cette capacité à imposer quelque chose. Ouais. C'est ça qui est très surprenant.
Et ça pose la question peut-être du niveau du foot français, parce qu'on en parlait, voilà, les équipes françaises, Lille qui a failli aller en demi-finale aussi, a éliminé au tir au but contre Aston Villa, Toulouse qui a battu Liverpool, Lens qui a battu Arsenal, Rennes qui a pas non plus à rougir de son parcours, quatrième à l'indice UEFA actuellement les équipes françaises. Mais est-ce que concrètement on est au niveau des équipes allemandes, espagnoles, italiennes? Le problème, le résultat est là pour confirmer que malheureusement ils sont encore supérieurs à nous. Pourtant, je dirais quand je pense surtout à Paris Saint-Germain, parce que bon, c'est un effectif quand même qui est d'une grande qualité, qui a prouvé beaucoup de choses, qui a un entraîneur qui connaît le très haut niveau, qui connaît, je dirais, les finales de Champions League. Donc, dans sa préparation, dans la vision, l'approche qu'il y a de ces matchs-là, je dirais, ils ont la maîtrise. Donc après. Ouais, je pense qu'il faut pas aller chercher si loin. Je pense que on n'a pas été. Le problème d'un match de football, c'est qu'il faut être prêt le jour J, quoi. C'est la seule vérité, elle est là. Et je pense que peut-être que ces équipes-là qui ont l'habitude, que ce soit le Real, que ce soit le Bayern, que ce soit Dortmund, ils ont peut-être cette approche-là de l'événement, peut-être. Plus, alors je sais pas si c'est plus ou moins concentré, parce que on a quand même souvenir de notamment les Anglais qui dans leur approche sont plutôt relax. Hein, je dirais, il y a pas. Je reviens toujours en football, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est celle qui fonctionne et qui vous fait gagner. Force est de constater en tout cas que le chemin pris par les clubs français cette année, ça n'a pas été le bon. Les finales surprise. Alors là, la finale, d'abord, avant de revenir à la finale, Jérôme, il y a quand même ce match de Real Madrid. Ah oui. Faut en dire un mot quand même, parce que là, franchement, ça dépasse, je vais pas dire l'entendement, mais alors, c'est vrai que chaque année, on revit les mêmes scénarios. Hein, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire c'est le côté irrationnel qui l'a emporté, puis j'ai entendu beaucoup de gens dire mais quand l'irrationnel se reproduit depuis 10 ans, c'est plus de l'irrationnel. Exact. Oui, exact, mais bon, je suis pas sûr. Moi je pense que sur cette équipe-là, il y a quelque chose qui se passe. Je dirais il y a ce côté irrationnel qui fait que je vais pas dire qu'ils étaient en perdition, mais sincèrement à 10 minutes de la fin du match, il y a personne qui donne. Il y a personne qui donnait le Real Madrid en finale. Et là, il s'est passé de la part d'un joueur remplaçant qui est peut-être le plus méconnu de l'effectif. Je veux dire, c'est fou. Il y a pas de mots pour décrire, je dirais, ce qui s'est passé en 3 minutes, quoi. En 3 minutes, ils ont inversé une tendance face à une équipe quand même qui psychologiquement était, je dirais, en position de force. Ils menaient 1-0. Ils avaient peu de difficultés dans le match. La fin du match était proche, donc je dirais, dans ces cas-là, on fédère quand même une énergie, on fédère un collectif qui a son objectif qui est là, je dirais, à portée de main. Et puis d'un coup, il se passe ce que l'on a vu. C'est difficile. Franchement, c'est difficilement explicable. Alors, le Real est un habitué de ces événements-là, mais reconnaissons quand même. Ouais, le money time, mais c'est vrai, mais leur grande force, c'est au moins de pas douter. Ouais. Voilà. D'aller jusqu'au bout, de tenter jusqu'au bout, et force est de constater qu'effectivement, dans cette stratégie, enfin, c'est même pas une stratégie, hein, c'est cette volonté-là, effectivement, ils ont cette singularité de ne pas douter, de tenter, de prendre des risques. Parce que c'est ça aussi, hein, il faut tenter, hein, et de croire jusqu'au bout en la victoire, et surtout à inverser une décision qui a priori est contraire. Et une confiance en eux incroyable, en se disant de toute façon on va y arriver, on va marquer comme d'habitude, et ils ont une confiance qui est incroyable. Ouais, mais moi je reste persuadé qu'il y a une part d'irrationnel. C'est un club qui véhicule quelque chose, ou le club ou l'entraîneur. Enfin, il y a quelqu'un qui porte sur sa tête quelque chose qui fait que, je dirais, on est indestructible, quoi. On est indestructible.
On parlait dans l'épisode numéro 1 des arbitres et de la VAR, et là aussi, il a un coup de sifflet malheureux, trop rapide. Oui, mais est-ce que c'est ça le côté irrationnel? Je veux dire, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il y a ce choix d'arbitrage, sincèrement. Quand on parle de la VAR, quand on instaure la VAR, c'est pour avoir des certitudes, plus de certitudes. D'accord? Ouais. Et là, ce coup de sifflet final, je veux dire, on aurait très bien pu imaginer laisser finir l'action et revenir après. Enfin, ce qui se fait sur tous les hors-jeux, ce qui se fait sur toutes les actions litigieuses, sur tous les pénaltys, aujourd'hui dans le football, c'est ce que l'on voit. À savoir que l'action se finit et qu'après, on regarde. Et là, pourquoi à ce moment-là, on n'attend pas la fin de l'action? Pourquoi on siffle avant? Pourquoi? Je veux dire, c'est plein d'interrogations. Et c'est ce que je dis. C'est le mauvais côté de la VAR parce que ça met un doute. On est tous bien conscients qu'aujourd'hui, alors moi je vous parle d'irrationnel, mais ça me met un doute quand même. Ça me met un doute. Dans la mesure où après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas hors-jeu. Bah oui. Qu'il aurait pu laisser jouer et revenir avec. Laisser jouer, finir, et revenir avec le VAR. Mais à côté de ça, il fait jouer. Ouais, mais à côté de ça, il fait jouer 12 minutes et tu te dis, il y a 2 minutes, peut-être il y a 2 minutes de trop. Où est-ce qu'il a trouvé ces 12 minutes? Peut-être, mais alors, il faut pas, parce que, je dirais, sur la durée du match, on se trompe, qu'il faut, je dirais, après avoir une réaction comme celle-ci. Je veux dire, où il a arrêté 5 minutes avant, 3 minutes avant, 4. Mais du moment où il a laissé prolonger le jeu, il ne peut pas avoir une attitude vis-à-vis du VAR qui soit différente de ce qui se passe sur tous les terrains du monde. Bien sûr. Et là, ça met un gros doute. Je comprends la frustration des Allemands, et puis je comprends tous ceux qui aujourd'hui peuvent décrier... parce que finalement, on n'a pas utilisé le VAR pour cette action-là. Exact. Non, mais non, parce qu'il a sifflé avant. On n'a pas utilisé le VAR. Il l'avait utilisé, le but aurait été validé. Ouais, alors je sais pas, parce que si tu veux, n'oublions pas quand même qu'il y a un coup de sifflet, que le gardien effectivement a priori ne fait pas un geste vraiment de gardien de but. Donc je dirais c'est juste la situation on peut pas savoir. On peut pas savoir, mais comment se fait-il que aujourd'hui, en ayant imposé le VAR, on ait cette situation-là sur un match d'une demi-finale de Champions League? Voilà, c'est plein d'interrogations, en fait. Non. On parle des finales? La finale. Pronostic, là. Le pronostic. Sur les deux finales. Alors, sur la Champions League, je veux dire aujourd'hui, je vais te redire ce que j'ai dit pour les demi-finales. Tu tombes face à une équipe qui multiplie les victoires. Qui est dans une situation après une demi-finale où effectivement ce côté irrationnel fait que tu as l'impression que rien ne peut leur arriver, qui ont un entraîneur alors qu'ils maîtrisent parfaitement tout ce qui va se passer, je dirais, d'aujourd'hui jusqu'à la finale. Et d'un autre côté, je reviens toujours à ces Allemands qui, sans faire de l'esbrouf, sans faire, je dirais, un football des plus chatoyants, mais ils maîtrisent leur sujet, ils ont cette capacité à jouer pour le bien commun, ils ont cette facilité à courir. Voilà, je dirais que alors ça va être du 50-50 parce que c'est le début de match. Il y a une armada de je veux dire les parieurs qui vont miser sur la victoire du Real Madrid. Moi, je reste persuadé que cette équipe de Dortmund, depuis le départ, on n'en parle pas énormément, qui a pas fait forcément un grand championnat, qui, je le répète, qui maîtrise son football, qui maîtrise tous les paramètres, et qui aujourd'hui, je pense à une chance de pouvoir être championne d'Europe. Voilà, c'est un pronostic certainement délicat et on ne sera pas nombreux à le faire, à part les Allemands. Mais j'ai bien aimé leur comportement, j'ai bien aimé leur collectif, j'ai bien aimé leur état d'esprit, j'ai bien aimé leur engagement. Voilà, alors
je pense pas qu'ils soient en capacité de marquer 2-3 buts. Sur ce qu'ils nous ont démontré, mais ils ont une capacité à bien défendre tous ensemble. Ils ont une capacité, je dirais, à bien jouer leurs temps faibles. Et puis après, ils ont une capacité, je dirais, à pouvoir, vous planter un but et pouvoir aller jusqu'au bout comme ça, quoi. Donc, oui, c'est une petite chance, mais cette petite chance, pour moi, elle existe. Ça peut être du 100% allemand, puisque Leverkusen est imbattable. Alors de l'autre côté, oui, là c'est pareil. Et puis, c'est comment dirais-je, c'est difficile à dire, mais on est quand même dans le football et puis dans notre profession très pas susceptible, mais on est très attentif aussi. Superstitieux. Voilà, très superstitieux. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu et immédiatement ça m'a sauté à l'esprit. Ils sont sur 49 matchs sans défaite. Ouais. Et la finale, ça fera peut-être 50. Donc. Quelle saison incroyable. Et puis surtout, c'est des scénarios. Je veux dire, il y a quelques matchs qu'ils auraient pu perdre et ils sont revenus un petit peu comme le Real Madrid. Donc je crois que voilà, c'est une équipe aussi. C'est un entraîneur qui aujourd'hui a tout pour lui, a toutes les étoiles au-dessus de sa tête. Donc même si l'Atalanta a démontré sur la demi-finale retour que c'était pas négligeable, mais je pense que là, le Bayer Leverkusen sera difficilement prenable et que ça sera l'échéance de la saison et qu'après le titre de champion d'Allemagne se retrouver en gagnant cette Coupe d'Europe, ça sera la saison parfaite pour tout ce club-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la Coupe d'Europe. On a été complet. On a eu des explications. La France, oui, mais bon. Pour l'année prochaine, ils essaieront peut-être. Mais ça sera difficile parce que on parle beaucoup cette semaine de Kylian Mbappé. Bon, Paris Saint-Germain n'a pas gagné avec le meilleur joueur du monde. Donc c'est un petit peu le doute que l'on peut avoir, c'est comment inventer une nouvelle saison, une nouvelle équipe qui puisse aller faire ce que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi cette année, où je dirais ils avaient regroupé, on en est tous conscients, un entraîneur qui connaissait le niveau, un groupe qui était plus dans l'esprit collectif, moins individualiste que par le passé, et avec l'attaquant qui est le meilleur du monde. Donc ça, je dirais, j'ai presque envie de dire que c'est cette année où tout était un petit peu regroupé pour aller chercher ce Graal-là, quoi. Il y avait des beaux symboles en plus. Voilà, il y avait, et là j'ai un peu plus de doutes pour l'avenir, voilà. Ouais. Après tout dépendra du recrutement, mais enfin bon. Là aussi, est-ce qu'ils seront susceptibles de créer un groupe ou je pense que les stars c'est fini peut-être pour le PSG. Ils vont peut-être et puis avec l'entraîneur actuel, il va peut-être essayer d'avoir plutôt un noyau, un groupe fort pour aller gagner. On sait toujours que le collectif est un élément, je dirais, qui vous permet d'atteindre des objectifs. Donc c'est vrai que si à travers le collectif vous avez aussi et c'est ce que je dis par rapport à cette année avec un Kylian Mbappé qui est le numéro 1 sur le rôle d'attaquant. Donc si vous avez le collectif sans un joueur qui soit votre locomotive, est-ce que ça peut passer? Je sais pas. Alors après, vous allez me dire oui, mais il y a 10 minutes vous parliez de Dortmund. Effectivement, il n'y a pas d'individualité star entre guillemets, mais il y a un gros collectif, il y a un groupe qui partage les mêmes valeurs. Oui, mais après c'est la mentalité allemande. Nous, on est la mentalité française, c'est encore un petit peu différent. Complètement. Bon allez, on va conclure la partie Coupe d'Europe et on va changer de sujet maintenant. On va repartir dans notre championnat après le beau multiplex que nous avons vécu ce week-end, et il y a quelques certitudes, les descentes, enfin une descente qui est sûre, champion, on le savait déjà la semaine dernière. On va parler du championnat de France.
Les garçons, on a vécu un multiplex un petit peu dingue. Il y a eu un petit peu de suspense. Bon, même si on connaissait qui serait champion, c'est le PSG. Mais bon, il y avait un petit peu la lutte pour la deuxième, la troisième, la quatrième place, et puis pour la descente. Et je pense au match de Metz. Metz, ils y ont cru vraiment. Et puis le Strasbourg a mis 2 buts coup sur coup, et ça a un peu enfoncé Metz. Et ben Strasbourg, c'est un peu le Real Madrid de l'Est. C'est ça. C'était un beau derby. C'était un beau derby. Moi, j'ai eu mon copain Jean-Luc qui anime les matchs à Strasbourg. Il m'a dit, tu sais, Jérôme, pour nous, c'est gros match, parce qu'il y a vraiment pas une haine, mais bon. Ils s'aiment pas beaucoup. Il y a une vraie animosité entre je vais pas dire la Lorraine, mais entre la Moselle et l'Alsace. Mais effectivement, on l'a senti dans ce match-là, et malheureusement, peut-être que les Strasbourgeois n'auront pas ce derby l'année prochaine. On va faire un petit point sur cette avant-dernière journée de Ligue 1, parce qu'effectivement, tu l'as dit, Paris était déjà champion. Ils ont fêté leur titre avec une défaite, encore une fois, comme l'année dernière. Le deuxième, ce sera Monaco, qui a validé sa deuxième place, qui ne pourra plus être rattrapé par les suivants. Il y aura du suspense pour la troisième place. Alors, est-ce que ce sera Lille qui a dépassé Brest? Est-ce que ce seront les surprises bretonnes? Ou est-ce que Nice, en battant Paris en match en retard, arrivera à coiffer tout le monde au poteau? On le saura lors de la dernière journée. Et puis ensuite, là où il y a le plus de suspense, ce sera pour les 2 dernières places européennes, la 5e et la 6e, voire la 7e en fonction du résultat de Coupe de France. Pour l'instant, c'est Lyon qui est 7e, Lens qui est 6e, mais il n'y a que quelques points d'écart entre les deux. Marseille qui a un match en retard et qui est 8e. Ces 3 équipes peuvent être 6e, 7e ou 8e. On verra ça. Pour le bas du classement, tu l'as dit, Jérôme, Clermont-Ferrand déjà relégué. Ça y est, ça c'est officiel après avoir défaite face à l'Olympique lyonnais. Ça sent très mauvais pour les Lorientais qui devraient gagner en mettant 10 buts de plus que leurs adversaires messins pour attraper la place en barrage. Et puis pour Metz, même punition. Pour attraper le Havre, il faudrait mettre 10 buts de plus que le Havre. Metz recevra le Paris Saint-Germain, le Havre recevra Marseille. Autant dire que on peut dire qu'à 99%, Metz jouera les barrages, Lorient et Clermont-Ferrand joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Laurent, toi, t'as connu cette... Juste un petit bémol, Aymeric. Je parierai pas sur le final que tu viens de me dire au niveau de la relégation. Parce que pourquoi? Ce que tu as oublié de dire, c'est que Metz jouait contre Paris Saint-Germain. Oui. Et que Lorient recevait Clermont. Donc, les 9 buts, je crois qu'il y a 9 buts d'écart entre les deux. Oui. 9 buts d'écart, ça peut très bien faire un 5-0 et un 4-0, et on arrive à... Je pense que dans la tête des Lorientais, il y a cette possibilité-là, à mon avis. Toi, tu vois Lorient barragiste, alors. Tu vois Lorient barragiste et Metz descendre? Non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, Metz est mieux placé, mais n'oublions pas que PSG, mon avis, je veux bien, mais ils préparent quand même la finale de coupe contre Lyon. Ils sont sur une défaite. Je les imagine pas, en tout cas, enchaîner les défaites les unes après les autres. Donc, je dirais quelque part, ça sera compliqué pour Metz. Et surtout, je pense que Lorient, en recevant Clermont, qui aujourd'hui, malheureusement, Clermont, même s'ils veulent sortir, je dirais, par la grande porte, malheureusement, ils sont déjà en 2e division. Ouais. Donc, ça peut être un score fleuve des deux côtés. Ce score fleuve peut amener à ce que ça se rapproche, et ce sera vraiment très très proche entre Lorient et Metz. T'as connu un 9-2 toi aussi, hein? J'ai connu un 9-2. Oui. C'était Bordeaux contre Metz. Non, contre Metz. Ouais, contre Metz. Dernière journée de championnat. Bon. D'ailleurs, ça avait prêté à beaucoup de propos, puisque c'était pour le titre de champion. Hein, oui, il fallait marquer des buts. Il fallait marquer des buts. Et c'est Monaco qui est champion, hein, je crois. D'un point, c'est ça. Ouais, mais je crois que Monaco l'avait mauvaise quand même quand ils ont vu le score à l'arrivée. Ça, c'était en 1982, hein. C'est 82, je crois, hein. 82. Donc, non, mais c'est pour dire que, effectivement, ça existe, ça peut faire 9-2, oui. Non, mais je veux dire, ça aurait d'autres adversaires. Bon, j'y pensais pas. Mais là, le fait que ce soit contre le Paris Saint-Germain et contre Clermont, voilà, je dirais, et tu crois qu'ils vont pas y aller en touriste? Ils vont pas y aller en touriste, le PSG? Ils ont une image quand même à faire valoir, quoi. Je veux dire,
imagine que là, ils perdent à Nice. Ouais. Tu penses qu'ils resteraient sur 3 défaites le week-end prochain, Bah, c'est avant, vrai la qu'ils finale jouent. avant la finale de la Coupe de France? Ah, Metz Ouais, peut ouais. prendre cher, effectivement. Ouais. Il y a d'un côté Metz qui veut pas descendre, il y a le Paris Saint-Germain qui voudra laver les Et affronts. clairement, ils vont se faire démonter. Hein. Je pense que le cœur Je n'y est pense que plus. Lorient, Il va faire- Mais Lorient, c'est pareil. Voilà, le cœur n'y est plus, mais Lorient, eux, ils ont encore cette. C'est ça. Ils ont encore Si cette nécessité et ils jouent chez eux. si c'était pas contre Paris, à mon avis, non, ils l'imaginent même pas. Mais là, le fait que ce soit Paris, qui soit pas aujourd'hui des plus en forme, mais qui malgré tout, j'imagine pas Paris. Je veux dire, être sur 3 défaites d'affilée, quoi. Ouais. Ça, pour l'image de Paris, ça serait pas, à mon avis, ça serait pas extraordinaire. Et Clermont Là- a une seule chose à jouer, Clermont-Ferrand, c'est de pas finir dernier aussi. Oui, non, mais Attends, voilà. non, mais je pense que ça, par contre, ils s'en foutent un peu. Ils vont peut-être faire jouer les jeunes. Ils vont peut-être commencer à faire. Voilà, jouer les jeunes ils pour- envisagent, ouais, pour ça l'année prochaine, je anticipent, pense. Voilà, ils anticipent, oui, c'est possible. Ça peut être une solution pour Clermont. Effectivement. Monaco deuxième, un peu comme d'habitude, mais malheureusement ils n'y arrivent pas à se qualifier pour la. Ouais, non, Coupe mais d'Europe, je là. veux dire, ça reste Monaco. Je dirais aujourd'hui, ils ont les moyens. Ils ont malheureusement pas les moyens suffisants pour aller concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais dans notre championnat de France, ça reste quand même l'équipe qui est la plus régulière malgré tout. Donc voilà, ce que l'on peut regretter, c'est que ceux qui aujourd'hui ont des capacités comme Marseille, comme Rennes, aient fait un championnat un peu plus difficile cette année. Troisième place, tu le disais, Émeric, Lille, Brest. Alors Brest, bon, il faut croiser les doigts. Ça serait bien quand même il fatigue un peu. Laurent, qu'est-ce que t'en penses quand on fait un gros Je pense que championnat? je pense que la saison est longue. La saison est longue pour eux. Dès le départ, ils ont été bien positionnés. Ils sont restés sur le haut du classement toute la saison. Mais ils sont sûrs d'être européens. Après, j'ai lu qu'ils ne souhaitaient pas d'avoir la 4e, mais je pense que Lille maintenant est dans une bonne dynamique. Je pense que Lille finira 3e. T'as connu un petit peu Il y a un Lille-Nice. cet état d'esprit, t'as connu quand tu as terminé 4e avec Saint-Etienne. C'est quoi le discours de l'entraîneur quand on arrive comme ça dans les derniers matchs? C'est de pas se poser de questions en fait. C'est de se dire que c'est quelque chose que tu retrouveras peut-être jamais. Alors pour des clubs peut-être pas, mais nous ça faisait 30 et quelques années que l'on attendait ça. Donc c'était surtout de pas douter, de pas se poser de questions, de pas avoir d'incertitude, mais justement d'avoir toutes les certitudes que collectivement on était là et on avait fait ce qu'il fallait pour être là, et que sur un dernier match, je dirais aujourd'hui il fallait voler sur le terrain, à savoir être totalement libéré, être totalement investi dans la mission qui était la nôtre, et surtout dans la satisfaction que cela allait nous procurer. Je veux dire, quand tu travailles sur l'émotion, ça te fait démultiplier, je dirais, toutes tes capacités. On va faire un petit parallèle avec la Ligue 2 puisqu'on parle de Saint-Etienne. Là aussi, ça a été les montagnes russes en émotion du côté de Saint-Etienne, du côté d'Angers. Les montagnes russes, je sais pas. Je pense qu'il y a 2 matchs de ça, les Verts avaient leur destin en main. Et largement, je dirais. Et malheureusement, sur 2 matchs, ils ont perdu cet avantage-là. Aujourd'hui, il faudrait vraiment un miracle, je dirais, pour que Angers à domicile contre Dunkerque qui s'est maintenu perde. Bien que l'entraîneur de Dunkerque a dit, je veux jouer 100%. On a joué 100% contre Saint-Etienne. Oui, mais ça c'est le discours. Après Dunkerque qui s'est retrouvé, je dirais, plus souvent en difficulté cette année, se maintiennent. Je dirais, il y a une décompression, qu'on le veuille ou pas. Alors bien sûr que c'est toujours ce que j'imagine, si tu veux, à savoir que si Angers fait ce qu'il faut, il y aura pas de match. Si maintenant Angers n'est pas à son niveau, non, mais Dunkerque, je veux dire, Dunkerque va pas se poser de problème. Dunkerque, ils vont jouer un match pour le mais jouer. Angers peut douter, peut avoir peur. Alors voilà, c'est ça. Parce que Dunkerque, je veux dire, si Angers fait ce qu'il faut, Dunkerque va très vite s'apercevoir que ça sera impossible de faire un résultat. Si maintenant Angers fait pas ce qu'il faut et que Dunkerque prend du plaisir dans le jeu, prend du plaisir à attaquer, à partir de là, oui, ils peuvent créer la surprise. Mais ça sera surtout la faute à Angers.
mais j'imagine pas aujourd'hui. Ils se sont réveillés. Dunkerque, je dirais, allez se sublimer pour battre Angers. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Angers a su revenir. Ils ont eu un coup de mou et ils ont su après revenir sur les 3 derniers matchs. Oui, ça je dirais que c'est aussi, ça montre, je dirais, de la compétence de la part du groupe, de la part de l'entraîneur, parce qu'ils auraient très bien pu sombrer. Et là, ils ont su, je dirais, remettre la marche en avant, se réinvestir, je dirais, dans le projet qui était l'accession. Et puis, ils y sont parvenus. Donc maintenant, ça leur appartient. Mais ce qui est surtout dommage, parlons de la SS puisque c'est notre club de cœur. C'est vrai qu'ils avaient tout pour monter en première division, je dirais immédiatement. Là, ça sera avec les barrages, avec un final contre ou Lorient ou contre Metz, ça sera plus délicat pour aller toucher le Graal. Hein. Match retour en Ligue 1. Hein. Match retour à Metz. À Metz en plus. Oui, mais bon, si tu veux, c'est 2 caractéristiques différents. Metz, c'est une équipe très physique, beaucoup d'engagement. C'est pas forcément ce qui plaît le plus à la S Saint-Etienne. Et puis de l'autre côté, c'est Lorient qui est une équipe beaucoup plus fine, beaucoup plus de finesse dans le jeu, qui alors va plus du côté du jeu de Saint-Etienne, mais malgré tout qui a une expérience de la D1. Ça sera s'il faut passer par les barrages, ça sera beaucoup plus compliqué. Ouais, alors qui dit barrage, peut-être Rodez, hein. Avant d'avoir le. Oui, mais j'allais dire. Je dis barrage, je dis play-off. Oui, mais j'imagine, si tu veux, j'imagine, tu me diras, c'est contre Rodez qu'ils viennent de perdre 2 points. 5 fois que Rodez va à Geoffroy Guichard et Saint-Étienne ne gagne pas une fois contre Rodez. Donc, ouais. Donc, Rodez, belle équipe à Geoffroy Guichard. Ça, c'est. Ouais, non, mais ce qui est plus surprenant, si tu veux, c'est d'avoir perdu des points alors que tu avais un stade magnifique, tu avais une possibilité de faire une fête extraordinaire avec tes supporters, de les remercier. Et voilà. Alors, est-ce que l'équipe avait trop de pression? Est-ce qu'elle n'a pas su supporter cette pression? C'est compliqué. Mais je dirais tout était réuni pour valider l'accès en première division avec un stade, je dirais, comble et avec une ambiance de folie, quoi. De folie. Bon. Alors, on parle de play-off pour les garçons. Il y avait des play-offs pour les filles, Émeric. Et là aussi, c'est un peu la nouveauté. Je crois que tu as beaucoup apprécié. Non, mais ça effectivement, c'est notre cher ami Jean-Michel Aulas qui s'investit dans le foot féminin, qui veut le rendre plus attractif. Ça, c'est bien. D'après ses mots, voilà. Il a fait de Lyon le plus grand club du monde. Ça, c'est une évidence. 11 points d'avance en tête de la D1 à l'issue. Elle va être championne, du coup. Mais si ça se trouve, non, parce que elle commence déjà à pester les Lyonnaises parce qu'il y a la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions qui arrive juste après, de la fatigue, les Parisiennes qui ont plus que ça à jouer. Ça peut être le match piège. Alors pourquoi jouer des playoffs qui a eu cette idée, Émeric? Je l'ai dit. Je l'ai dit qu'il y a eu cette idée. Mais non, mais quel est l'intérêt de jouer des playoffs dans un championnat qui est aussi je sais pas, Laurent, déséquilibré? Moi, je suis. Alors, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je pensais pas qu'à la base de cette analyse, de cette réflexion et de cette mise en place, c'était le président Aulas. Parce qu'effectivement. T'es sûr de toi, Émeric? Je suis sûr. Si tu es sûr de toi, Eric, je suis très surpris. Alors, il est même en train de se fighter un peu avec le président de l'OL, enfin avec le directeur exécutif de l'OL qui voulait pas jouer cette finale. Et Jean-Michel Aulas dit c'est peut-être embêtant pour les Lyonnaises, mais c'est bon pour toutes les autres équipes. Bah oui. Voilà. Je sais pas si c'est bon parce que il y a une telle différence. Je pense que c'est simplement la volonté de faire quelques matchs supplémentaires, peut-être quelques recettes supplémentaires, de faire une confrontation PSG Lyon avec pas forcément la certitude d'être championne de France. Donc c'est un peu problématique quand on a fait la saison que les Lyonnais ont faite. Mais c'est surtout que ce soit très très rapproché de leur finale de Champions League. Oui. Donc je me doute qu'effectivement que les Lyonnaises ne soient pas très très heureuses d'avoir encore à avoir une confrontation pour elles de haut niveau. Parce que je veux bien des playoffs, mais des playoffs quand je dirais il y a un championnat qui est très homogène où il y a un peu comme au rugby. Voilà, je dirais, mais pas, je dirais, il y a une telle domination de ces deux clubs-là que forcément quand vous faites des playoffs, c'est pour les retrouver en finale. Donc enfin bon, je vois pas un titre du PSG. Peut-être un titre du PSG. Ben oui, peut-être qu'effectivement. Donc à la base, je pensais que c'était une idée plutôt de dirigeants parisiens
Mais si tu me dis que c'est Aulas qui est derrière, voilà, je suis un peu surpris. Peut-être qu'il a eu l'idée en début de saison quand il était en conflit avec l'Olympique Lyonnais. Peut-être. Faudrait savoir à quand date cette décision, oui. Ouais. Par contre, je sais qu'en Italie, alors je sais pas si ça existe toujours, mais le Scudetto peut se jouer sur un match d'appui si deux équipes terminent à égalité de points. Ouais. Même s'il y a une différence de but qui est pas la même, égalité de points, match d'appui. C'est la grande finale. La Juve de Zidane avait perdu un titre alors qu'ils étaient premiers à la différence de but sur un match d'appui, mais voilà, ça à l'arrière ça peut c'est plus compréhensible. Ça peut se défendre. Ça peut se défendre. Tout à fait. Ça peut se défendre. Voilà, donc on va parler aussi de foot féminin dans la team Rousset. On aura Thomas qui viendra également. Thomas qui est un jeune, il n'est pas encore journaliste sportif, il est encore à l'école à Lille et il viendra comme ça nous parler du foot féminin et puis il viendra également nous parler un petit peu de l'Euro. Ce sera un peu notre consultant pour l'Euro et pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est terminé pour cet épisode numéro 2. On aura encore plein de choses à vous dire dans le numéro 3. Voilà, on est dans le Money Time de la Coupe d'Europe. On sera dans le Money Time du championnat de France, de la Ligue 1 et de Ligue 2. Et on connaîtra là aussi côté filles qui sera championne de France, championne d'Europe. Enfin voilà, donc c'est passionnant. C'est passionnant. Les garçons, Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. Bah ouais, merci à tous. Et puis on se retrouve rapidement puisqu'on prend du plaisir à faire cela. On rappelle, on n'a pas de rendez-vous régulier, on prend le micro, on y va, on fonce, on s'appelle et on commente l'actualité. Et c'est ça qui est bon. Aymeric, à très vite. À très bientôt. Allez, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à continuer à partager l'ensemble des publications, les podcasts. On vous rappelle que nous retrouvons sur le site internet Les gens du sport. Et on se dit à très vite.